de manger le piment le plus fort du monde, le Carolina Reaper. Elles en ont mangé seulement un seul et elles sont déjà en train de rougir, de suffoquer, de suer et à la fin de la vidéo, il y en a même une qui vomit. Oh là là, mais en parlant de cela, un internaute nous a posé une question super intéressante. Donc, quels sont les effets du piment sur l'organisme lors de sa consommation et quelles en sont les causes? C'est vrai, ça pourquoi est-ce que ça l'a piqué autant? Bah, allons-y alors. Pendant qu'Hugo se renseigne sur le plan moléculaire, peux-tu nous en dire un peu plus sur le piment? Oui, donc le terme piment englobe le fruit et la plante qui font tous les deux partie de la famille des solanacées, comme par exemple l'aubergine, la pomme de terre ou encore la tomate. Et le mot piment vient du latin pigmentum et la langue espagnole l'a dérivé en pimiento. Mais dis-moi, d'où vient-il et pourquoi les Espagnols sont les premiers Européens à le consommer? Donc les premières traces de piment ont été découvertes en Amérique latine il y a environ 7000 ans avant Jésus-Christ. Et il a été diffusé en Amérique du Sud par les oiseaux, puisqu'ils sont leurs principaux agents de diffusion. En effet, les oiseaux sont insensibles à la saveur piquante du piment, et ils en consomment donc en très grande quantité, et ils rejettent leurs graines un peu partout. D'ailleurs, c'est Christophe Colomb qui a ramené le fruit du piment en Espagne, et lorsqu'il a découvert le continent américain, il a confondu des petites baies piquantes avec des grains de poivre rouge. On les a alors nommés poivre et l'appellation du poivron est d'ailleurs dérivée. Ah oui, et depuis combien de temps le cultive-t-on? Alors le piment est la plante la plus anciennement cultivée en Amérique et ses 140 espèces ont été obtenues après un très long travail de sélection. Magellan, quant à lui, l'a introduit en Afrique et en Asie et 50 ans après on le cultivait un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, il est exploité dans 64 pays, mais majoritairement en Amérique du Sud puisque là-bas le climat est propice à la pose de la plante. Et de nos jours, c'est l'épice la plus vendue dans le monde. Tu as dit 140 espèces? Oui, il existe 140 espèces reconnaissables grâce à leur couleur, leur taille et leur degré de piquant. Et les différentes espèces sont regroupées dans des catégories grâce à leurs caractéristiques semblables. Donc la première catégorie est celle des Capsicum annuum. C'est la catégorie la plus cultivée et elle présente des fleurs de couleur blanche, comme celle du piment d'Espelette ou du piment de Gaillet. En deuxième, il y a la catégorie Capsicum vacatum. Donc, elle présente des fleurs généralement blanches avec des traces vertes et jaunes, comme celle du piment Ariamario. Ensuite, il y a la catégorie Capsicum chainense. Donc, cette catégorie présente des fruits qui ont une saveur généralement semblable à celle de la coco, comme celle du piment habanero. Ensuite, il y a la catégorie Capsicum fruitense. Donc, ces fleurs sont généralement blanches teintées de vert et avec des anthères violettes, comme celle du piment oiseau. Et pour finir, il y a la catégorie Capsicum pubescens. Donc, cette catégorie est la seule catégorie à présenter des fleurs violettes avec des anthères blanches et qui produisent des graines noires, comme celle du piment rouge. Waouh, merci, c'était très intéressant. Maintenant, on va retrouver les mots. Allez. Tu es là? Oui. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches sur le piment et j'en ai parlé à Chloé, notamment sur sa culture et son origine. Ah oui, ça devait être très intéressant. Moi aussi, j'en ai fait beaucoup. Dis-nous en plus alors. J'ai découvert que la sensation de brûlure était due à 5 molécules présentes dans le piment. Elles se situent plus précisément dans le placenta, dans les graines et dans la chair. Elles sont classées et nommées capsaïcinoïdes. Alors des molécules entrent en jeu. Oui. Capsaïcinoïdes, ce nom nous dit quelque chose, cela doit avoir un lien avec le système nerveux. Je vous laisse, je vais me renseigner. Au fait, Camille, savais-tu qu'elles sont au nombre de 5? La capsaïcine, la dihydrocapsaïcine, la nordihydrocapsaïcine, l'homodihydrocapsaïcine et l'homocapsaïcine. Elles ont toutes une base identique, mais ont des différences sur leur nombre d'atomes et leur forme. Donc nous avons la capsaïcine, donc ce sera notre molécule de référence dans cette classe, de formule brute C18H27NO3. Ensuite vient la dishydrocapsaïcine, donc de formule brute C18H29NO3. Donc pourquoi H29? Parce qu'en fait la double liaison qui était présente sur la capsaïcine disparaît et donc du coup rajoute 2 hydrogènes.
Donc la nordishydrocapsaïcine, de formule brute C17H27NO3, cette molécule perd un atome de carbone sur la chaîne carbonée. De plus, la liaison double n'est pas présente, ce qui conserve le nombre d'atomes d'hydrogène. Ensuite, l'homodihydrocapsaïcine, cette molécule, elle gagne un atome de carbone et la liaison double n'est pas présente, ce qui donne comme formule brute C19H31NO3. Enfin, l'homocapsaïcine, donc cette molécule gagne aussi un atome de carbone, mais la double liaison est présente, ce qui rajoute seulement deux atomes d'hydrogène. D'ailleurs, j'ai lu que la capsaïcine a été découverte et isolée en 1816 par le chimiste et pharmacien Buchholz. En 1956, la dihydrocapsaïcine a été découverte et nommée capsaïcine 2. Puis en 1961, 3 autres molécules similaires ont été découvertes et isolées du piment par les chimistes japonais Kosuge et Inagaki, créant ainsi la famille des capsaïcinoïdes. Je ne le savais pas. Pour revenir à ce que je disais, dans un piment, on trouve 70% de capsaïcine, 22% de dishydrocapsaïcine, 7% de non-dishydrocapsaïcine et seulement 1% d'homodihydrocapsaïcine et d'homocapsaïcine. Et donc, même si la quantité de capsaïcinoïdes diminue suivant l'espèce du piment, leur proportion reste quasiment identique, ce qui fait que la puissance est différente. Par exemple, un poivron ne brûle quasiment pas parce qu'il a très peu de capsaïcinoïdes, contrairement au piment oiseau qui lui brûle beaucoup parce qu'il a beaucoup de ces molécules. Ok, bon cependant, nous on a décidé de se consacrer exclusivement sur la capsaïcine, puisque c'est celle qui est la plus présente dans les piments. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette molécule ? Bien sûr. Donc la capsaïcine est un composé chimique de la famille des alcaloïdes. Donc les alcaloïdes sont des molécules à base azotée, d'origine généralement végétale, comme la nicotine, la caféine ou la morphine. Bien que découverte en 1816, elle est synthétisée la première fois en 1930 par Spark et Darling. Sa masse molaire est de 305 grammes par mol. Sa température de fusion est de 65 degrés et sa température d'ébullition est comprise entre 210 et 220 degrés. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que la capsaïcine ne présente pas un danger pour notre organisme ? Parce que comme elle pique, on peut se demander si elle n'est pas dangereuse pour nous. Alors la capsaïcine pure est dangereuse pour l'homme, mais à très grande quantité. Heureusement, nous n'en mangeons pas assez pour mettre notre vie en danger. Heureusement, parce que je pense que certains se retrouveraient bien embêtés. Et tu peux nous parler encore un peu de la molécule ? Bien sûr, donc la capsaïcine porte le nom scientifique de 8-méthyl-N-vanillyl-E-non-cisénamide. Mais pourquoi c'est si compliqué ? Parce qu'en fait, le nom capsaïcine est un diminutif. Il porte ce nom car la partie 8-méthyl montre un groupe méthyl en 8e position sur la chaîne carbonée. Le groupe vanillyl est très représentatif du groupe des vanilloïdes, généralement composé d'un cycle carboné de 6 atomes de carbone, d'un groupe alcool et d'un groupe OCH3. Le N montre que cette partie est accrochée à un atome d'azote. Enfin, la partie E, non-cisénamide, montre que la chaîne carbonée est composée de 9 atomes de carbone et qu'on observe une double liaison en 6e position d'isomérique E et que cette chaîne carbonée est accrochée à un amide. D'accord. Tiens, d'ailleurs, j'ai trouvé une expérience qui permet d'extraire la molécule de capsaïcine et de faire une chromatographie pour prouver sa présence dans les piments oiseaux. Qu'est-ce que tu en penses ? Très bonne idée. Allons chercher Chloé. Ok. Avant de commencer l'expérience, nous mettons des gants, une blouse fermée et un masque pour nous protéger. Nous pesons 50 g de piments oiseaux et nous les équeutons. Ensuite, nous les broyons dans un mixeur et nous finissons de les écraser dans un mortier avec 70 ml d'éther, car la capsaïcine est miscible dans celui-ci. Nous mettons le broyat dans un ballon et nous le remuons avec un agitateur magnétique, puis à la main. Après avoir fermé hermétiquement, pour ne pas que l'éther se volatilise, nous laissons tout reposer pendant 3 semaines. Durant cette période, la capsaïcine se dissout dans l'éther. Après 3 semaines, nous récupérons le broyat et nous le filtrons grâce à la méthode de Buchner pour récupérer seulement la phase composée de capsaïcine, d'éther, de bêta-carotène et de pectine.
Nous mettons le filtrate dans une ampoule à décanter avec 300 ml d'eau salée. Les pectines sont miscibles dans l'eau salée et la capsaïcine ne l'est pas. Nous dégazons et nous récupérons la phase qui contient la capsaïcine, l'éther et le bêta-carotène, qui est la phase supérieure car elle est moins dense que l'eau. Ensuite, pour supprimer l'éther et ne garder que la capsaïcine et le bêta-carotène, nous effectuons une distillation dans un évaporateur rotatif. L'éther s'évapore à 35 degrés, monte dans la colonne, puis se refroidit dans le réfrigérant, redevient liquide et coule dans un deuxième ballon. Toutes ces étapes nous ont donc permis d'extraire théoriquement de la capsaïcine. Cependant, pour être sûr, nous allons réaliser une chromatographie sur couche mince. Pour réaliser la chromatographie, nous préparons 3 solutions pour 3 dépôts. La première est la capsaïcine que nous avons extraite avec du dichlorométhane. La deuxième est la solution de capsaïcine et de génol avec du dichlorométhane. Et la troisième est de l'égénol avec du cyclohexane. Nous réalisons donc 3 dépôts et nous mettons la plaque dans une cuve avec pour éluant de l'éthanol, du cyclohexane et du toluène. Le deuxième dépôt se décompose en 2 tâches. La première est à la même hauteur que celle du premier dépôt, qui est notre solution de capsaïcine extraite avec du dichlorométhane. Et la deuxième, qui est la plus haute, correspond avec celle du troisième dépôt, une solution de génol et de cyclohexane. Pour pouvoir observer ces tâches, nous avons placé la plaque sous une lampe à UV. Cette chromatographie confirme donc notre expérience. La molécule que nous avons extraite est bien de la capsaïcine. Or, le premier dépôt est vert, alors que la capsaïcine est incolore. Nous supposons qu'il restait donc une molécule non identifiée, mais qui n'a pas faussé nos résultats. Camille et Chloé, il me semble que vous étiez renseignés sur l'échelle de Scoville. Pouvez-vous nous l'expliquer ? Bien sûr, certains piments ne piquent que par leur nom, tandis que d'autres nous brûlent littéralement la bouche. Avec Camille, nous nous sommes demandé quelle solution permettait de mesurer la force des piments. C'est aussi cette question que s'est posée Wilbur Lincoln Scoville, un pharmacologue américain du XIXe siècle. En 1912, il met au point The Scoville Organoleptic Test, ou échelle de Scoville en français, permettant de mesurer la force des piments. Ce procédé permet approximativement de mesurer la force des différentes variétés de piments en unité Scoville. Exactement. Et donc pour réaliser cette expérience, on prépare une solution de piment frais que l'on régit en purée. Ensuite, on fait plusieurs mélanges avec de l'eau sucrée afin d'obtenir différentes concentrations en piment dans l'eau. On fait goûter ces solutions à 5 cobayes et tant que que la sensation de brûlure persiste, on continue la dilution. Donc par exemple, le piment de Cayenne doit être dilué 30 000 à 50 000 fois avant de ne plus sentir cette sensation de brûlure. Le poivron atteindra 0 sur l'échelle de Scoville, tandis que la capsaïcine pure atteindra 16 millions. Un autre exemple, le paprika doux sera compris entre 100 et 500, tandis que le paprika fort entre 5000 et 15 000. Donc aujourd'hui, d'après le Guinness Records, le piment le plus fort est le Carolina Reaper, qui a été obtenu par croisement. Et d'après son fabricant, il provoque une sensation de douleur pure qui peut durer pendant plus d'1 heure. Et pendant cette heure-là, on aurait envie de rien faire et de ne parler à personne. Oui, mais bon, un des points faibles du test de Scoville est son imprécision liée à la subjectivité humaine, notamment par le fait que l'habitude de consommation change le niveau personnel de sensibilité. Un piment peut sembler fort pour une personne n'en consommant que peu, et au contraire doux pour une personne en consommant fréquemment, et ce depuis l'enfance. Cette imprécision est aussi renforcée par le fait que dans une même variété, la force des piments varie selon l'ensoleillement et même le terroir. De plus, lorsque Scoville a créé cette échelle, elle n'allait que jusqu'à 100 000 unités Scoville. Donc cette limite a été dépassée depuis longtemps par de nombreux piments, notamment le Naga River. Donc aujourd'hui, on utilise d'autres techniques plus précises, notamment la chromatographie en phase liquide. D'accord. Bon bah maintenant qu'on sait qu'est-ce qui provoque le goût de piquant du piment, tu pourrais expliquer à Hugo comment cette molécule agit dans notre corps ? Oui, pas de problème. Ok. Moi je dois y aller parce que je dois appeler nos cobayes pour l'expérience. D'accord. À plus. Salut. Coucou, Camille m'a dit que tu as des choses à me dire. Oui, je vais t'expliquer ce qu'il se passe de la langue au cerveau lorsque l'on mange un piment. Bah vas-y, dis-moi tout. Donc tout d'abord, la langue possède 4 types de papilles gustatives différentes, mais seulement 3 d'entre elles nous intéressent. Mais comment s'appelle-t-elle ? Alors il y a tout d'abord les papilles caliciformes, qui sont au nombre de 9 à 12 et qui forment le V de la moelle.
Ensuite, il y a les papilles foliées qui sont présentes sur les bords latéraux et postérieurs de la langue. Et enfin, les papilles fongiformes qui, elles, sont à l'avant de la langue. L'humain possède à la naissance environ 10 000 papilles gustatives. Mais au fil du temps, ce nombre diminue et un adulte n'en possède qu'entre 5 000 et 8 000. D'accord. Et de quoi ces papilles sont-elles constituées? Donc, elles sont constituées de bourgeons gustatifs. La langue en compte environ 10 000. Donc, les 75% sont regroupés dans les 3 types de papilles gustatives et les 25% restants dans d'autres régions buccales comme la luette, les gencives, la muqueuse des joues ou encore le palais. Donc, elles ont une forme, les bourgeons gustatifs ont une forme d'ovoïde, c'est-à-dire une forme d'oignon. Donc, les bourgeons gustatifs sont composés d'un pore gustatif par lequel rentrent les molécules alimentaires. Ils sont composés aussi de cellules de soutien qui sont des cellules épithéliales, aussi des cellules basales et enfin des cellules gustatives dont les cils sont recouverts de récepteurs. Elles sont reliées aux fibres nerveuses. On en compte environ 50 à 125 par bourgeon gustatif et elles se renouvellent très régulièrement, environ tous les 10 jours. Ah, je commence à comprendre. Mais quel est le rapport exact entre la capsaïcine et tout cela? Eh bien, lorsque l'on mange un piment, la capsaïcine entre dans le bourgeon gustatif par le pore, puis s'accroche aux récepteurs qui vont s'activer. Donc, dans le cas de cette molécule, ce sont des nocicepteurs thermiques, et plus exactement le TRPV1, donc, qui est sensible aux fortes chaleurs, plus de 44 degrés, à l'acidité, mais aussi aux vanilloïdes, dont la capsaïcine fait partie. Donc, tout cela, ce sont les stimuli nocifs. Lorsqu'il est activé, le TRPV1 devient un canal ionique et laisse entrer dans le cytoplasme des cellules gustatives chargées majoritairement en anions, des cations, des ions calcium et sodium. Cela entraîne une dépolarisation, c'est-à-dire que la charge du milieu intracellulaire, jusque-là négative, devient positive à cause d'un surnombre de cations. A lieu ensuite la repolarisation, donc la charge du milieu intracellulaire revient à sa charge initiale avec la migration de cations K+, vers le milieu extérieur. Puis l'hyperpolarisation, où sortent de la cellule des cations Na+, mais aussi des cations K+, leur canaux étant lents à se refermer. Et donc la migration de tous ces cations entraîne encore un changement de charge qui devient encore plus négative. Donc ces 3 phases forment la polarisation, qui est à l'origine du potentiel d'action, qui est le signal électrique. J'ai compris. Le signal électrique est donc créé lors de la polarisation d'une cellule. Cependant, comment cet influx arrive-t-il jusqu'au cerveau? Donc, le signal électrique est le message nerveux. Il est libéré par les cellules gustatives et passe par le nerf facial, qui innerve les 2 tiers antérieurs de la langue, le nerf glossopharyngien, qui lui innerve le tiers postérieur de la langue, et enfin, le nerf pneumogastrique qui lui innerve la gorge et l'épiglotte. Donc, ces nerfs sont des regroupements d'axones. Donc, voici notre bourgeon gustatif. Le message nerveux passe dans l'axone du neurone, puis dans le soma ou corps cellulaire, et enfin dans les dendrites, avant d'être transmis dans l'axone d'un 2e neurone au niveau des terminaisons axonales. Donc, cette transmission a particulièrement lieu au niveau des synapses, par l'intermédiaire de vésicules contenant des neurotransmetteurs et qui sont stimulés donc par l'impulsion électrique et l'influx nerveux. C'est donc ensuite aux cellules de l'autre neurone d'entrer en polarisation, et ainsi de suite. Donc la transmission du message nerveux est une polarisation constante des neurones. Donc les 3 nerfs crâniens amènent le message jusqu'au bulbe rachidien, qui monte ensuite jusqu'au thalamus, qui est la zone profonde du cerveau, et il est ensuite réparti dans les aires du cerveau qui traitent de la douleur. Mais comment celui-ci réagit-il? Le cerveau, pour atténuer la sensation fictive de douleur et évacuer la molécule nocive, active le système de sudation, augmente le flux sanguin et provoque même des vomissements. La douleur est fictive? Oui, la sensation de douleur n'est que fictive. Cependant, la capsaïcine crée une irritation des muqueuses. Il faut donc faire attention lors de son utilisation. Allons prévenir Camille. Oui. Et donc, je disais à Hugo que la douleur n'est que fictive. Ok. Maintenant, nous savons tout sur le piment. Non, pas tout à fait. Il nous reste à savoir comment atténuer la sensation du piquant, mais aussi quels sont les bienfaits et les méfaits du piment sur notre organisme. Oui, mais nous traiterons de cela dans un prochain épisode. Cher internaute, nous espérons que nous avons quand même répondu à ta question. Nous te souhaitons une bonne soirée.
et nous te disons à la semaine prochaine.